bienvenue dans le point des idées. Il paraît que réfléchir c'est bon pour la santé. Alors c'est parti pour notre petit footing hebdomadaire et notre partenaire de footing en première partie cette semaine s'appelle Jean-Claude Kaufmann. Bonjour Jean-Claude Kaufmann, bienvenue. Jean-Claude Kaufmann, sociologue. Sociologue, on peut le dire aussi un peu de l'intime, de ce qui se passe chez nous. Une fois que la porte est fermée, il parle de notre couple, il parle de notre vie personnelle, il s'est même intéressé à notre fonctionnement sur les plages. Alors, il signe un livre qui fait un peu de bruit, qui marche d'ailleurs très bien, qui s'appelle « C'est fatigant, la liberté, une leçon de la crise ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Et ça raconte quoi ? Ça raconte la civilisation du pyjama, et vous avez bien entendu, la civilisation du pyjama. En tout cas, ça c'est moi qui le dis. Jean-Claude Kaufmann, concrètement, qu'est-ce que c'est que la société molle dont vous nous parlez dans ce livre ? Alors la civilisation du pyjama ou du vieux jogging. Du vieux jogging, voilà. D'ailleurs, le vieux jogging, quand on le porte soi-même, on n'a pas conscience qu'il est devenu un peu vieux, parce que c'est une deuxième peau, donc on n'a plus de regard critique sur elle. Le partenaire conjugal, lui, voit que le vieux jogging commence sérieusement à fatiguer. Donc le vieux jogging ou le pyjama, c'est un relâchement. J'avais fait une petite enquête sur le passage du seuil. Oui, c'est le ça. Franchissement de la porte. Quand on ferme la porte une fois qu'on est chez soi. Voilà, quand on rentre chez soi. Et il y avait, dans le passage de cette frontière, un sentiment dans la mentalité, dans le psychisme qui était très net, plus fort du côté des hommes d'ailleurs. Un relâchement. On quittait la société du regard, de la compétition pour être à la hauteur des enjeux. Le travail, il faut être à la hauteur. Le travail, mais pas uniquement. Quand on va à la boulangerie, on est sous le regard des autres. Il ne faut pas laisser tomber son porte-monnaie et tout ça. On prend la honte, etc. Quand on rentre chez soi, on peut prendre toutes les hontes que l'on veut. On peut se laisser aller un peu et chacun se laisse aller un petit peu à sa manière. Qui s'avachit dans le canapé, regarde un match de foot, ça peut être très bien le match de foot. Et donc là, pendant le confinement, ça a été permanent. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le soir quand on rentre du travail ou quand on rentre de la boulangerie, c'est pendant des mois. Et le relâchement était presque sur ordre, parce que c'était rester chez soi. Alors parfois, il n'y avait pas relâchement total, parce que s'il y avait télétravail, école à la maison, etc., petite surface de l'appartement, ça pouvait être extrêmement dense. Et du coup, il y avait des séquences de relâchement. Quand c'était très dense, il y avait... On a tous aujourd'hui une respiration en deux temps. Il y a le temps de l'investissement, du stress, de la compétition, du travail, du questionnement, etc. Charge mentale, très charge mentale, burn-out, etc. Et le deuxième temps, la deuxième séquence, au contraire, c'est la reprise du souffle. Mais là, il n'y avait presque plus les deux temps. Pour beaucoup de personnes, il n'y avait que le temps du relâchement. Et du coup, la sensation était bizarre. Qu'est-ce qu'on vit ? Qu'est-ce que c'est ? Et pour vous, ça constitue une bascule historique. Vous dites, on se souviendra de 2020 comme de 1789, à ce point-là ? Oui. Alors moi, je suis convaincu que l'on vit un événement historique absolument majeur aujourd'hui. Alors, si on compte en nombre de morts, c'est moins que la Seconde Guerre mondiale. Mais la puissance de l'événement, la moitié de la planète, 4 milliards de personnes assignées à résidence en même temps chez elles, mais c'est hallucinant. Qui aurait pu penser une chose pareille ? Et ça a déconstruit les vies personnelles, les vies quotidiennes. Alors, la vie continuait plus ou moins son cours. On continuait à manger d'une certaine manière, à regarder un film à la télé. Mais le mécanisme intérieur de production de l'identité, du récit personnel, etc., tout ça était totalement bouleversé. C'est-à-dire qu'on est passé à un récit collectif. On applaudit ensemble les soignants. On regarde les mêmes conférences d'Édouard Philippe puis de Jean Castex. Mais ça, c'est énorme. Ça, il faut prendre conscience de ça. Dans quelle société on était juste avant ? Dans une société dont on a la clé de plus en plus, c'est une société qu'on dit individualiste. Il ne faut pas voir que le côté négatif de l'individualisme. La société individualiste, c'est celle de l'autonomie de la personne, du sujet qui décide. Et donc de la liberté quand même. De la liberté du sujet, qui non seulement décide en tout, mais construit sa vérité, sa morale, son avenir, son identité, etc., à partir de son récit personnel. Et là, d'un seul coup, on a décroché de ça. On a abandonné et on est rentré dans un récit collectif. Vous parlez des décrocheurs. Alors on a décroché de ce... Habituellement, les décrocheurs, on utilise ce mot pour des gens qui ont décroché de l'école. L'école, c'est les élèves qui décrochent. On emploie d'autres termes, par exemple à la grande vieillesse. C'est la déprise, on appelle ça la déprise. C'est une manière de décrocher. On décroche de quoi ? Du récit personnel qui fait qu'on adhère à la vie et qu'on a une énergie vitale.
On fonctionne, on a de l'énergie vitale. Donc il y a un ramollissement collectif. Et là, il y avait le décrochage, mais en même temps, on est rentré dans ce récit collectif. Et le récit collectif, ça veut dire qu'on a formé une communauté. Un petit peu éphémère, ça n'a pas duré longtemps. Mais malgré tout, pendant un moment, on était ensemble. Pourquoi ? Parce que l'ennemi était identifié, on était tous d'accord, c'était cette saleté de virus. Quel bonheur! Toute la communauté nationale avec un ennemi commun qui nous rassemblait contre lui. Alors vous dites qu'il y a une création de nouvelles normes sociales. Et alors vous prenez un exemple qui est très intéressant, les plages. En vous inspirant des travaux d'Alain Corbin, vous dites sur une plage se crée une nouvelle norme. Par exemple, à quel point on se dénude, comment, etc. Et puis les regards des uns et des autres. Et en fait, vous rapprochez ce phénomène de la plage, où il y a des nouvelles normes de nudité, par exemple, de vestimentaire, de cette nouvelle société. Oui, on se jauge d'abord. Alors, on se moque un petit peu de moi des fois, parce qu'on dit que j'ai des petits sujets, mais moi je pars du très concret de la vie. C'est pas un petit sujet, les plages, pour plein de gens. Mais c'était une grosse enquête en tout cas. C'était dans les années 90, à la période un petit peu maximum des seins nus chez les femmes, une enquête avec une équipe de 5 enquêteurs, 300 entretiens sur les plages, enfin, parce que le sujet était très intéressant. La plage, c'est passionnant, parce qu'on est dans une société qui expérimente la liberté maximum. Mais selon les contextes, il n'y a pas cette liberté maximum. Sur la route, il y a le code de la route. À l'école, il y a des règlements pour l'école. La plage, c'est un petit peu le symbole de la liberté totale. S'il y a le drapeau rouge, c'est dangereux de se baigner, il y a 2-3 interdictions, mais très très peu. Le reste, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, donc chacun fait ce qu'il veut, donc chacun... Pour former la vie commune, il y a une espèce d'autogestion informelle. Et comment ça marche, cette chose-là ? C'est là que c'est tout à fait passionnant. Et ça fonctionne avec des mécanismes précis sur la plage et avec des jeux de regard. C'est-à-dire que toutes les femmes peuvent enlever le haut de maillot, mais certaines ont plus le droit que d'autres. Et il y avait, par le jeu de regard, c'est-à-dire qu'une femme... Par exemple, on me disait, je posais la question, on me disait chacun fait ce qu'il veut. Mais je demandais, mais une vieille grand-mère, par exemple, alors on me disait, chacun fait ce qu'il veut. Et puis on était fiers de dire ça. Mais les gens, quand ils sont interrogés, ils ont une sincérité. Et je sentais la virgule et ils ajoutaient mais quand même, une vieille grand-mère, faut dire. Et là, on définissait des règles très précises. Et pendant le confinement, alors il s'est créé il s'est produit la même chose, c'est-à-dire qu'on a créé de nouvelles normes sociales ? Non, il s'est produit presque l'inverse pendant le confinement. Parce que là, sur la plage, on est dans un territoire où il y a l'expérimentation du travail de l'individu, et c'est pas simple. Il faut avoir des regards un petit peu méchants, par exemple, par rapport à la personne qui s'autorise quelque chose qui ne devrait pas s'autoriser. Dans un autre contexte, on va prendre la parole. Par exemple... les modes de vie, les célibataires, couples homosexuels, familles recomposées, chacun fait ce qu'il veut, mais, c'est toujours la même phrase, chacun fait ce qu'il veut, mais ma petite fille... en quoi c'est l'inverse pendant le confinement ? Pendant le confinement, on a un petit peu, très révélateur et important, abandonné un peu notre liberté, parce que l'enjeu le nécessitait, la lutte commune contre le virus, et finalement, il y a eu un espèce de confort mental à déléguer et d'une certaine manière à se soumettre à l'autorité. Alors pas n'importe quelle autorité, on n'aurait pas voulu un dictateur, mais une autorité rationnelle. L'idéal aurait été qu'il n'y ait pas trop de confusion, de contre-ordre, d'hésitation sur les masques, etc. Ça aurait mieux roulé d'une certaine manière. Donc il y a une docilité. On a donné les clés de la voiture, en se disant c'est pour un temps, c'est juste pour un temps, le temps de la crise. Et pendant qu'on donnait les clés de la voiture, on se disait mais finalement... c'est confortable de se laisser prendre en charge d'une certaine manière. Est-ce que cela veut dire finalement que vous avez peut-être lu le livre de Mathieu Laine sur l'infantilisation ? Il dit l'État nous infantilise, l'État nous, et en fait, vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est une demande du citoyen. C'est pas l'État qui nous infantilise, c'est nous qui cherchons à devenir des enfants. Alors, c'est pas une demande explicite. Les gens, ils vont pas dire non, je veux ça. Mais dans les faits,
il y a bien une attente implicite de ça, malgré eux. C'est-à-dire, il n'y a pas une remise en cause de la liberté. Et quand on en est privé, comme actuellement, on attend avec impatience le 19 mai, etc., la libération, parce que la levée des interdictions d'une certaine manière, mais le prix à payer de cette liberté dans tous ses aspects, liberté de penser, liberté de choix, dans tous les domaines, il faut toujours choisir tout. Vous parlez du restaurant notamment. Ça, c'est une anecdote. C'est une anecdote au tout début qui est intéressante, c'est-à-dire que vous dites que parfois on est embêté quand il y a un menu qui est trop long. C'est moi, j'ai toujours des problèmes. Alors surtout quand il y a une carte qui est très longue, à chaque fois je me dis que je ne vais pas être content bientôt de mon choix, parce que je vais faire un choix, et puis quand je vais avoir mon assiette qui va m'arriver, je vais me dire « Ah, j'aurais pas dû faire ce choix-là, il y avait mieux ailleurs ». Donc pour éviter ce travers, j'ai pris la décision, je m'aligne sur les autres convives. Et moi, j'aime bien tout du point de vue alimentaire. Et en fait, l'idée qui est derrière ça, c'est que la liberté, c'est fatigant. Alors oui, il n'y a pas de remise en cause de la liberté, mais alors c'est fatigant surtout parce que, ça on n'en a pas trop conscience, il y a un élargissement, historiquement, un élargissement continu de l'exercice de la liberté. Tous les secteurs de la vie quotidienne sont de plus en plus déconstruit et mis en question par une information de type scientifique. Les médias vulgarisent les derniers résultats de la science dans le domaine de l'éducation de l'enfant, de l'alimentation, de tout ce qu'on veut. Et par rapport... Donc on a des choix. On a des choix et de plus en plus de choix. Et ça rend la vie personnelle épuisante, cet élargissement de la liberté. Et dans la construction des normes, quand il y a une autogestion, d'une certaine manière, c'est épuisant aussi. C'est un phénomène français, européen, occidental, ce ramollissement ? Alors, c'est un phénomène mondial, mais beaucoup plus marqué en Occident. Beaucoup plus marqué en Occident parce qu'il y a une histoire en Occident, une théorie de l'individu sujet, de l'individu roi, coupé un petit peu de son contexte depuis très, très longtemps. C'est un héritage du christianisme, tout simplement. Et donc c'est plus marqué en Occident. Comment est-ce qu'on peut articuler votre démonstration avec le constat qui est souvent fait du déclin de l'Occident, de l'émergence de l'Asie? Il y a un chapitre dans votre livre que je trouve tout à fait passionnant, où vous dites là, il y a une Asie fantasmée, en fait, il y a une Asie rêvée. Pourquoi ? Parce qu'en dans le repli sur nous-mêmes, il y a l'intérêt croissant pour la méditation, tout ce qui apparaît de près ou de loin comme étant zen, qui est largement d'ailleurs fantasmé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi à voir que le goût de l'Occident pour toutes ces choses-là correspond à un dynamisme de plus en plus grand de l'Asie? Finalement, ils n'ont pas été ramollis, les Asiatiques, eux. Ils ont mieux géré la pandémie, ils s'en sortent mieux économiquement, ils ont l'air plus dynamiques. Oui, mais il y a un contexte, alors surtout en Chine, où il y a une acceptation de la discipline collective, qui est une discipline un petit peu autoritaire. Et pour mener la lutte collectivement contre le virus, parce que ce qu'il faut bien voir, j'ai parlé de la communauté tout à l'heure, oui. Mais il y a une articulation entre communauté et autorité. Les deux sont un petit peu imbriqués d'une certaine manière. Certains rêvent plus de la communauté qui se construirait, d'autres sont prêts à se soumettre à une autorité plus franche et un petit peu raide d'une certaine manière. Alors effectivement, on voit que qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'il y a une difficulté à l'élargissement de l'exercice des libertés individuelles. Et face à des situations de crise, effectivement, des pays qui utilisent une discipline collective avec une acceptation des populations s'en sortent mieux. Ça pose d'énormes questions pour l'avenir, cette chose. Alors, il y a des petites choses dans votre livre qui sont parfois un peu inquiétantes, parce que d'une certaine façon, il y a une joie de se replier sur soi. Puis vous dites quand même que la libido baisse. Mais le ramollissement a été généralisé, surtout. On a décroché, on a fait tout un petit peu moins, un petit peu au ralenti. On a plus dormi, on a regardé des films l'après-midi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus fait l'amour ? On s'est moins lavé, moins habillé, pyjama, etc. Alors déjà, le partenaire sexuel était un petit peu moins attirant en pyjama. C'est pas trop sexy, mais il y a plus que ça. C'est parce que
Et là, ça a été très net, la chute. Moi, j'ai dit dès le début, on avait parlé il y a un peu plus d'un an d'un baby-boom. J'avais dit, il n'y aura pas de baby-boom parce que le désir aussi était ramolli. Le monde s'est rétréci. Et on fonctionnait complètement au ralenti dans une espèce de flottement existentiel. Alors, si on parle de la liberté, parce que tout ça revient aussi à un rétrécissement du champ de la liberté. Sartre expliquait que la liberté, c'était quelque chose qui était en changement, en bouleversement permanent. Est-ce que c'est ça qui est effrayant? C'est l'idée que c'est un combat permanent de cette liberté-là, et finalement, on veut dire stop. C'est ça que ça veut dire? Oui, et ça veut dire en plus que on est, Sartre en parlait de ces contradictions de la liberté, bien sûr, on est face à une impasse parce qu'on est de plus en plus attaché à l'idée de la liberté. Voir toutes les manifs actuellement qu'il y a à droite, à gauche et au nom de la liberté, contre les interdictions, pour que ça réouvre les cinémas, et c'est justifié, les musées, les restaurants. Quel est le cri qui est crié, qui est proclamé? C'est liberté, liberté. Donc on est très attaché à cette liberté, mais cet exercice de la liberté est épuisant mentalement et provoque de la conflictualité, parce que s'il y a des règles qui sont définies, qu'on doit obéir à une autorité, il n'y a de conflit que vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la police, oui, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est entre nous. Par exemple, sur la manière de porter le masque. Il y a 1000 manières. Il y a le masque totalement correct, politiquement correct. Il y a celui qui est sous le nez. Celui qui l'a sous le nez, il a l'impression qu'il est presque correct. Mais celui qui est en face, il n'a pas cette impression-là du tout. Il y a carrément sous le menton, puis le menton, c'est pas sous le menton pour un petit moment, c'est le sous-menton bien accroché sous le menton. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ces différentes manières? Moi, je le constate, je l'observe à droite à gauche, parce que j'ai le regard du sociologue tout le temps. Les gens ont une très grande tolérance. Ils se disent « Ah non, celui-là, son masque, c'est pas possible », mais ils vont rien dire et ils ont une bonne conscience par rapport à ça. Mais si on n'intervient pas dans la discussion, et ça peut être difficile, conflictuel avec les amis, les collègues de travail, ça veut dire qu'encore une fois, on donne les clés de la voiture ou du camion à l'autorité. On demande à ce que la police intervienne pour faire porter les masques correctement. Est-ce que finalement, il n'y a pas une traduction de ce que disait Tocqueville il y a fort longtemps? Les Français veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent avoir les deux, ils préféreront l'égalité dans la servitude. Je le dis un peu grossièrement. Oui. Est-ce qu'on en est revenu à ces constats-là? C'est-à-dire que ce qui agace les gens, c'est que certains aient des privilèges. On a parlé par exemple des dîners clandestins, mais finalement que la contrainte elle-même est moins contestée que les privilèges de certains éventuels. Tocqueville était incroyablement visionnaire, parce que ces phrases, alors qu'il a bien établi les règles de la démocratie, il voyait ces impasses possibles. Mais aujourd'hui, c'était totalement visionnaire à l'époque. Aujourd'hui, ça devient massif pour l'ensemble de la population. Le travail de la liberté, on est le logiciel de la société, c'est l'élargissement des libertés en continu. On ne peut pas arrêter cette machine-là. Et en même temps, si je puis me permettre l'expression, comme dirait l'autre, cet exercice bute sur des limites de plus en plus nombreuses. Et il va falloir réfléchir à cette question-là. Moi, je n'ai pas de solution. Franchement, je ne vois pas. C'est une espèce d'impasse actuelle. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on voit ce ramollissement, et puis, de l'autre côté, de la violence. De la violence de rue, de la violence terroriste également. Avant, il y avait eu l'épisode des Gilets jaunes qui avait générer de la violence. Qu'est-ce que c'est? On peut être ramolli et violent en même temps? Oui, alors, pas en même temps en général, mais on peut être par séquences successives les deux, et puis certains vont être plus l'un et d'autres plus l'autre. Et Albert Hirschman qui avait dessiné une trilogie. Voilà, expliquez-nous Hirschman. Hirschman, c'est à l'origine un économiste, mais qui pense que la société d'une manière qui a des modèles extrêmement clairs et pertinents qui peuvent être appliqués à plein de domaines. Et il avait dessiné une trilogie, c'était ce qu'il appelait Exit en anglais, Voice and Loyalty. Et en deux mots, alors loyalty, c'est les individus rationnels qui sont cohérents. Je respecte les règles. Je respecte les règles, je discute, j'argumente dans le débat démocratique, je suis froid, bien organisé. Voilà. Et cet individu-là, qui en général est plutôt dans les classes un petit peu supérieures, parce qu'il a les moyens
convient de cette Parce que attitude. le système lui va quand même. Le système lui convient tout à fait. Et puis, il y a les deux autres groupes qui sont de plus en plus forts, qui montent en puissance aujourd'hui. C'est Exit. Alors ça, Exit, pendant le confinement, ça a été complètement ça, c'est le retrait. Je me retire du monde, dans mon petit univers, et je vis au ralenti, de manière ludique, je m'amuse si possible, ou alors je m'effondre, parce qu'actuellement, dans la poursuite du confinement, c'est plutôt l'effondrement, la morosité, mais c'est toujours sous forme d'un retrait du monde. Et puis il y a l'autre forme, et là on l'a eu pendant les Gilets jaunes, c'est le cri de colère, c'est voice, c'est le cri, c'est-à-dire par rapport à cette complexité du monde et ce mal-vivre, toutes ces injustices, je me fais une idée, j'ai l'idée d'un ennemi, c'est le système, c'est ceci, c'est Donc là, pendant le confinement, on a eu plutôt Exit, retrait, après, voice. Oui. Ça risque de venir. C'est la question que je pose traditionnellement aux invités ici, c'est après la pandémie, les années folles ou la guerre civile ? Oui, alors là, tous ceux qui font des prédictions se plantent. Hein. On a été déjà surpris par les Gilets jaunes, surpris par la pandémie, et là on va être encore surpris. Mais les idées folles, moi je ne crois pas. Hein. Il va y avoir des explosions, des désirs de fête, mais on a été ramollis, et il y a aussi beaucoup de mal-être et de colère. Donc je ne sais pas quelles seront les formes de ces explosions qui vont venir. Merci infiniment Jean-Claude Kaufmann. C'est fatigant, la liberté, une leçon de la crise, cette audition de la couverture, c'est formidable. Lisez-le, c'est passionnant et assez perturbant. Et on se retrouve dans un instant dans la deuxième partie avec Nicolas Bavray pour parler confiture de griotte et puissance mondiale. Houellebecq avait-il tort ? Mais à tout de suite.